des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans cette seconde partie d'épisode, je vous propose de découvrir les différentes étapes de la création d'une box de CrossFit. Nous verrons avec Daniel ce qu'est un business plan, comment le construire et comment définir ses prix, avant de se pencher sur les bonnes pratiques pour sélectionner son futur local et son matériel. Salut Daniel, écoute, je te reçois du coup pour la deuxième partie du podcast. On avait échangé précédemment plutôt vraiment sur le début du projet pour les gens qui souhaiteraient ouvrir une box. Et je te propose du coup cette semaine de partir plutôt sur les sujets plus pratiques qui vont tourner autour de la partie vraiment conception du business plan, choix des lieux, management encore également et terminer sur les conseils que tu puisses donner à toute personne qui souhaiterait se lancer. Avec plaisir, je suis chaud. Super. Alors, je commence avec une question business plan. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est un business plan ? Pourquoi c'est important d'en monter un, notamment quand je souhaite me présenter auprès de la banque et obtenir un financement le cas échéant. Est-ce qu'il est préférable de se faire accompagner par un comptable dans cette étape ? Un business plan, c'est comme une feuille de route. C'est un objectif, mais il faut comprendre que le business plan, après un an d'ouverture, ce que tu auras fait ne sera pas exactement ce qu'il y avait dans le business plan. Le plan, c'est justement un plan, et puis la vie fait en sorte qu'il faut être prêt à dévier du plan. Il ne faut pas s'y tenir euh, à tout prix, quoi. C'est pas ça le but d'un business plan. C'est de dire, ah non, mais ça, c'est pas dans le business plan. On le fait pas. Non, c'était pas prévu comme ça dans le business plan. Alors, non. Un business plan, c'est quelque chose qui te donne une vision de là où tu aimerais être. Mais parfois, les étapes pour y arriver, c'est pas une ligne droite. Voilà. Un business plan, c'est quelque chose qui te donne une vision de là où tu as envie d'être. Donc, ça te permet de faire les premiers pas. Ça, c'est pour toi en tant que leader ou visionnaire. Ça te permet de savoir à quoi tu aimerais que ta box ressemble dans un an. Donc, est-ce que dans un an, tu aimerais avoir que 60 athlètes et les groupes de pas plus de 5 et tu coaches X séances par jour et voilà, et ils vont payer tant, et tant te couvrira non seulement les frais fixes, mais te permettra d'avoir un salaire ou de payer les produits de ménage, plus l'assurance, ainsi de suite. Ou est-ce que dans un an, tu aimerais avoir 300 athlètes plus un deuxième coach ou un troisième coach, ainsi de suite. Ça, c'est le business plan. Maintenant, on envisage normalement un business plan sur un an. Ça peut être les 12 premiers mois d'exercice, ça peut être une année fiscale, etc. Mais le plus important dans le business plan, c'est que c'est quelque chose qui doit... le plus important, si ce n'est pas toi qui finances ton business plan, si c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est quelque chose autour duquel tu peux avoir des discussions avec ceux que tu espères vont financer ton projet. Et que ce soit des banques, que ce soit des angel investors, donc des anges gardiens un petit peu, que ce soit la famille ou les amis, etc. Parce que les chiffres leur donneront une vision ou un aperçu de ce que toi tu as en tête. Parce qu'une conversation comme ça, où voilà, on a l'impression d'avoir bien expliqué ce qu'on souhaite faire, mais tant que les choses ne sont pas sur papier, tant qu'on n'a pas provoqué des discussions, et le business plan, le but du business plan, c'est de provoquer les discussions. Moi, avant d'ouvrir, là, j'ai ouvert les 3 box, mais je dois t'avouer que, par exemple, le business plan de l'Opéra, la première qu'on a ouvert il y a presque 10 ans, là, il y avait 23 ou 24 versions, avec différents locaux, parce on avait regardé 3 emplacements différents pour la première version. Donc, il y avait des loyers différents, et le loyer, c'est le premier coût. C'est le loyer, c'est le coût fixe. Donc, ton local est primordial. Le premier pas, c'est de savoir quel sera le loyer. Il faut faire attention avec le loyer aussi. Souvent, les agents, ils parlent hors taxe.
il faut comprendre que un loyer se paye TTC. Donc, c'est toute taxe comprise et charges. Donc, il y a des charges également sur le loyer. Donc, il faut se renseigner quand tu vas regarder un local, il faut se renseigner sur quelles sont les charges qui tomberont mensuellement et quels sont les impôts. Donc, il faut que toi, tu l'aies en tête TTC parce que ton chiffre d'affaires, il est TTC. C'est-à-dire qu'un mec qui te paye 100 balles, ben, tu vas perdre 20% ou perdre. Tu vas donner gracieusement 20% à Big Mac et cette armée de technocrates qui gère ce magnifique pays. Mais par contre, tu peux le récupérer sur des frais comme le loyer, etc. Mais c'est TTC. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et ça, c'est ton premier coût. Et c'est ce qu'on appelle des coûts fixes. Et il y a différents types de coûts dans un business plan. Tu as coût fixe et tu as coût variable. Coûts fixes sont les frais que toi, tu ne peux pas choisir de changer. Une fois que tu as signé le bail, tu es dedans. Tu es dedans pour 3 ans, 6 ans, 9 ans, 20 ans, tu es dedans. Voilà. Tu ne peux pas juste dire non, je décide aujourd'hui de ne pas payer 15 000 par mois. Ce mois-ci, on va payer 8. Tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est un coût fixe. Et ça, ce sont des choses ce sont les premières choses à mettre dans le business plan. Deuxième chose, sont des coûts variables. Et les coûts variables, c'est déjà ton salaire à toi. Ça, c'est un coût variable. La masse salariale, on peut débattre, est-ce que c'est un coût fixe ou coût variable? Parce qu'une fois que tu as embauché quelqu'un, tu l'as embauché et tu dois payer son salaire, mais tu dois payer les charges patronales dessus qui vont avec, ainsi de suite, etc. On peut dire que c'est fixe parce que dès qu'ils ont un contrat, ils sont avec toi, ça prend du temps. Si tu veux les enlever ou tu as besoin de faire un changement dans la masse salariale, c'est très compliqué de le faire. Mais moi, je dirais plus que c'est un coût variable parce que tu décides de l'augmenter. Tiens, j'ai besoin d'un autre coach ou j'ai besoin de quelqu'un à l'accueil ou je vais embaucher quelqu'un pour le ménage. C'est toi qui décides quelque part quand tu l'augmentes ou pas. Tu peux également décider long terme si tu le réduis ou pas. Tiens, il y a quelqu'un qui quitte l'équipe, est-ce que je le remplace ou pas? Donc pour moi, il y a un côté plus variable sur la masse salariale qu'autre chose. Ton salaire en tant qu'entrepreneur, la chose qui est magnifique avec la France, c'est qu'il y a plein d'aides. Il y a beaucoup de gens qui ouvrent des box avec le chômage, il y a beaucoup de gens qui ouvrent des box avec des aides pour démarrer des entreprises, etc. Mais pour moi, dans ton business plan, tu devrais avoir suffisamment d'ambition pour te payer un salaire. C'est primordial. On a touché dessus sur la dernière discussion. Tu n'es pas là pour faire du bénévolat. Tu es là pour changer la vie des gens, mais tu ne pourras faire ça à long terme que si déjà tu te pérennises. C'est-à-dire que toi, tu es dans une position de bien-être financière, de bien-être mental et physique pour continuer à partager la passion avec le sourire et donner envie aux gens. Et ça passe également par recevoir une reconnaissance financière pour ton investissement. Donc moi, j'encourage tous les entrepreneurs et ceux qui veulent ouvrir des box de mettre dans leur business plan leur salaire. Moi, je savais quand j'ouvrais la première box ce que je voulais me payer. Et j'avais mis ça dans le business plan. Et donc, ça voulait dire qu'il fallait arriver non pas à X adhérents pour qu'on soit rentable, mais à Y, parce qu'il y avait mon salaire dedans. J'aurais bien pu dire, maintenant, première année, allez, je vais me mettre au chômage, machin. Non, ça, c'est de la branlette. Parce que le jour où le chômage s'arrête et que je n'ai pas envisagé un salaire pour moi-même, ben, tout d'un coup, je suis le mec qui va chercher un poste à D4 pour arrondir la fin des mois. Et comme je me fatigue avec un deuxième rôle, ben, je ne suis plus très performant sur ma box et je deviens médiocre, ou je ne donne pas toute l'attention qu'il faudrait. Donc, si on veut vraiment être des professionnels et on veut partager avec passion le CrossFit, il faut que notre salaire soit dans le business plan aussi. Ensuite, quoi d'autre? Il y a marketing, il y a les coûts des téléphones, les portables, les assurances primordiales. Si tu envisages de te former ou former tes équipes, tu peux mettre de l'argent de côté tous les mois comme dans un fonds pour payer des formations. Ça aussi, ça va dans le business plan. Quoi d'autre? Toute la paperasse, si tu vas faire imprimer des présentations de prix, tu vas faire imprimer des flyers, tu vas faire imprimer des contrats, peut-être des cartes de séances d'essai gratuites, tout ce genre de choses. Il faut se renseigner sur le coût, à quelle fréquence tu penses les imprimer. Par exemple, si le coût c'est 1000 balles et tu vas les imprimer tous les 4 mois, ben, tu mets dans ton business plan 250 balles par mois pour payer pour toutes ces paperasses-là. Est-ce qu'il y a une entreprise de ménage? S'il n'y a pas une entreprise de ménage, qui va le faire? Combien coûtent les produits de ménage? Tout ça sont des choses où on a l'impression, ah, c'est pas grave. Mais moi, je sais, par exemple, sur une de mes box, j'ai 500 balles de produits de ménage par mois. 500 balles de produits de ménage, putain.
il faut l'avoir envisagé. Parce qu'à la fin de Mmh. l'année, sinon, il y a 6 000 euros d'écart entre ce que j'envisage et ce qu'il y a dans mon compte. Donc, tout ce genre de coûts, il faut s'asseoir, il faut réfléchir vraiment sur un mois, sur une année, quels sont tous les coûts qui sortent. Si tu as un ascenseur, il y a un contrat de maintenance. Si tu as du CVC, il y a un contrat de maintenance. Il y a également un contrat de maintenance avec les trucs d'incendie, etc. Ouais, les extincteurs, oui, Ouais, effectivement. À pas oublier d'ailleurs. ouais, ouais. Si tu as des portes automatiques, il y a un contrat de maintenance. Si, voilà, il y a plein de petits contrats qui rentrent dans le truc. Et je dis pas ça pour décourager les gens. Tiens, pas du tout. C'est juste un fait. Si on veut jouer le jeu, voilà les règles. Voilà. Et si on ouvre une box, c'est qu'on veut jouer le jeu d'être entrepreneur et ça fait partie des frais. Mais il faut l'inclure dans son business plan. Et encore une fois, ça veut dire que peut-être que j'envisage de coacher que 100 personnes. Mais en fait, il faudrait que je coach 130 pour couvrir tous les frais annexes et être sûr que je me paye un salaire. Voilà, mais c'est un fait. Mais au moins, je sais qu'il faut que mon objectif, c'est 130 adhérents et non pas 100. Si c'est 100 et que j'arrive à 100 à la fin de l'année, mais que je suis toujours endetté tous les mois, j'ai un delta négatif entre mes coûts opérationnels et la rentrée d'argent, c'est là que je commence à me décourager, je commence je deviens ce qu'on dit, c'est consciemment incompétent. Ah, peut-être c'est pas pour moi. Toute la motivation que j'avais au début devient en fait des doutes. Mmh. Mais c'est pas parce que je suis incompétent, c'est juste que j'avais pas anticipé il y a 12 mois la vraie situation et les coûts opérationnels pour fonctionner une box. Et tu vas dans n'importe quelle box, tu parles à n'importe quel teneur de box, tu vas dans le sud, tu vas voir nos amis proches de Toulon, à Hyères, tu vas à Nice, tu vas à Paris, tu vas n'importe où dans les box autour de Bordeaux, tu vas à Lille, tu vas à Lyon, et tu parles à un teneur de box qui a moi, c'est ce que j'ai fait avant d'ouvrir ma box. Je suis allé à l'étranger et j'ai parlé à une vingtaine de teneurs de box et j'ai observé. Et puis, je suis allé aux États-Unis et j'ai passé un mois, 2 fois 2 semaines avec Austin Maliolo à CrossFit One pour voir comment ils géraient, quels étaient les pièges que je ne pouvais pas anticiper parce que je n'avais pas ouvert ma propre box encore, mais que eux ils vivaient. Ça donnait quoi d'ouvrir le rideau à 5 heures du mat? Quels étaient les petits détails qu'il fallait allumer, éteindre? Ah putain, ouais, le frigo et l'électricité du frigo, et qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis les commandes de boissons, est-ce que je fais ou pas? Machin. En observant quelqu'un qui a déjà fait, en posant des questions, c'est là où tu commences à anticiper un peu mieux ton business plan. Donc j'encouragerais toutes les gens qui ont envie d'ouvrir une box. Si tu n'as jamais été adhérent d'une box, va t'inscrire dans une box. Va t'inscrire pendant 6 mois dans une box minimum. Pour voir comment ils coachent et ce qu'ils font de bien, etc. Il faut aller s'inspirer. Par contre, je vous encouragerais d'être transparent. C'est-à-dire, n'y allez pas en disant tiens, je vais ouvrir une box à 500 mètres. Ça, c'est le coup de pute. C'est l'adhérent qui vient pour voler des adhérents, pour voler d'autres adhérents. Ça, tu vas pas bien être accueilli. Mais va dans une box qui ne sera pas une box entre guillemets concurrente ou qui va mal te percevoir. Inscris-toi, observe, pose des questions, va faire le tour de la France, va à l'étranger, va voir des box phares, pose des questions et ça va vous permettre d'avoir une ouverture sur un business plan. Ensuite, est-ce qu'il faut se faire accompagner par un compta? Il y a des étapes administratives pour ouvrir une entreprise, pour obtenir un cabis, machin, qui sont facilitées par des cabinets. Est-ce que c'est une obligation d'avoir un comptable? Non. Est-ce que c'est un frais qu'on peut patienter quelques mois avant de commencer à avoir? Oui. Et je dirais, il y a d'autres pièges aussi. Hein. Pas besoin, par exemple, de prendre un contrat Wodify, machin. Tous ces accélérateurs technologiques, je vais être honnête, c'est de la branlette. C'est une bonne branlette quand tu es déjà apaisé et tu as trouvé tes prospects, tu les as convertis, tu les as initiés et tu leur donnes le service et que tu es apaisé et que tu as les 150 balles par mois pour te poser une question de riche de quelle application je donne à mes adhérents. Mais sincèrement, si tu as 60 adhérents et que tu n'es pas capable de les gérer toi-même, c'est que je vais te faire une formation iPhone quoi, et Excel. Pas besoin d'aller faire des dépenses inutiles sur des trucs comme ça. Et c'est une fois que tu fonctionnes ta box que tu auras une meilleure vision de quelle est justement l'application ou la technologie qui peut t'aider à accélérer le service que tu donnes. Pas toutes les box opèrent de la même façon, donc pas toutes les applications sont bien pareillées au service. Donc ça, c'est des erreurs de débutants, c'est de penser que l'application est plus importante qu'autre chose. Non. Pour moi, une très grande, hormis la qualité de ton service, c'est-à-dire la qualité de ton coaching, l'excellence avec laquelle tu vas intégrer les nouveaux,
la qualité des options de scaling et le fait que tu ouvres les portes pas aux mecs qui ont 25 balais et qui se prennent pour des super-héros, mais que tu ouvres tes portes à ceux qui en ont 17 et qui ont des cordes lâches, et tu ouvres des portes à des mecs qui ont presque 50 balais comme moi et qui ont mal aux chevilles, et à des femmes qui reviennent de 2 accouchements, ainsi de suite. Hormis ces questions-là, une question importante, c'est quel est le local? Et le local, bah, il y a différents choix. Il y a les box qui sont plus des box entre guillemets de province, qui sont des grands mètres carrés, qui sont au rez-de-chaussée, c'est des rectangles, ils ont des gros parkings, soit sur des lots industriels ou commerciaux, etc. Avec des loyers qui sont relativement peu chers parce qu'ils sont décentrés du centre-ville. Ça, c'est un choix. C'est des choses, parfois, il faut avoir Waze pour les trouver ou un GPS. Il n'y a pas beaucoup de passages naturels, etc. Mais ce sont des destinations, c'est-à-dire que les gens vont les chercher pour les trouver. Ça, c'est un choix. Ou après, tu as les locaux qui sont plus chers au mètre carré, mais où il y a beaucoup plus de passages naturels, soit à pied, soit en voiture. Et ça aide dans la commercialisation parce que tu auras plus de demandes d'informations naturelles par la visibilité de l'emplacement. Tu auras plus de gens qu'on appelle des walk-ins, c'est-à-dire que les gens qui rentrent et qui demandent des renseignements. Parce qu'ils sont allés au cinéma, ils sont passés devant ta box 4 fois, ou ils vont au resto du coin, ainsi de suite. Moi, personnellement, j'ai opté sur les 3 box pour avoir des emplacements qui sont un peu plus chers en mètres carrés, mais qui facilitent la commercialisation. Que d'avoir des choses cachées et où ça prend plus de temps pour se faire du renommé et ensuite ça marche quasiment que par bouche à oreille. Donc la croissance, elle est plus lente, mais il y a besoin de moins de croissance parce que ton coût fixe à la base est moins élevé. Donc quelque part, ton choix d'emplacement de local et ton choix de loyer, c'est une décision marketing aussi. Le mieux tu es placé, le plus tu as de visibilité, mais le plus ça coûte. Le moins bien tu es placé, le moins tu as de visibilité, le moins de passage, mais le moins cher tes mètres carrés. Voilà. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si ces grandes lignes ça aide. C'était ce que tu cherchais comme réponse, mais je pense que ça fait 15 minutes que je fais un monologue. Donc... Non, c'est super. C'est super. Je vais rebondir sur quelques points que tu as évoqués. Et juste après, justement, parce que tu me devances à chaque fois, on va reparler un petit peu, effectivement, emplacement, local et après, plus précisément, équipement aussi. Donc, sur cette question de business plan, effectivement, alors moi, je vais vous parler de mon cas personnel, hein, mais moi, je recommande de passer par un comptable. Alors, effectivement, on peut s'en passer, c'est clair. Il y a toutes sortes de cabinets. Par contre, moi, je me souviens que j'étais passée par un petit cabinet qui était spécialisé dans la création de TPE et de PME, donc de petites boîtes, et qui avait justement cette expérience des gars qui viennent et qui disent, bon voilà, moi, c'est pas mon métier, j'y connais rien, j'ai besoin d'accompagnement et j'ai besoin qu'on m'aide aussi à formaliser les choses. En l'occurrence, lui nous avait aidé à bien ficeler le business plan. Et il nous avait aidé également à créer l'entreprise parce que le premier point sur lequel moi j'avais buté, c'était quel choix de structure. Est-ce qu'on part sur une SARL, une SAS, une IRL? C'est quoi la différence? Je vais sur Google, je comprends rien. Il y a effectivement des questions de récupération de la TVA notamment. Donc bon, ça avait été une bonne aide pour y voir plus clair et pour mieux comprendre et faire le bon choix par rapport à la structure ensuite. Et ça nous a surtout vachement aidé sur la fixation des prix. Parce que, effectivement, ça fait partie du business plan. Et je me souviens que pour moi, le seul rapport que j'avais en tête sur les prix, c'était les prix qui se pratiquaient dans les salles proches de la zone dans laquelle je comptais ouvrir. Et on a toujours un peu des petits malins qui font ça, qui se mettent à casser les prix. Durablement, ça fonctionne évidemment pas, mais à court terme, c'est un petit peu compliqué parce que si on est sur une zone qui est déjà bien occupée par des box, ça fait parfois un argument. C'est aussi vachement agaçant. Et surtout, c'est pas tellement la question du prix, c'est plus que certaines box, dans leur business plan, ou pas d'ailleurs, je pense qu'ils n'en avaient pas et du coup sont partis sur ça, se sont mis à faire du sans engagement au prix du marché qui devrait normalement être avec engagement. Ce qui fait que du coup, en fait, les gens ont peur de se faire prendre dans le truc comme un basic fit, d'être engagés ad vitam aeternam, ça leur fait un petit peu peur. Donc du coup, ils partaient sur les box sans engagement. Et donc du coup, ça peut être une option aussi. En tout cas, de mon expérience, ce que je peux vous dire quand on voit le loyer qui tombe,
Pour ma part, il tombait au trimestre, donc c'est un gros chèque et c'est un gros trou d'un seul coup, sur le compte courant. C'est que, faire du sans engagement, OK, pourquoi pas, le seul problème, c'est quand vous allez arriver dans les mois d'été, et que tous les étudiants vont rentrer chez eux ou stopper leur abonnement parce que l'année d'après, ils seront plus là. Ça représente quand même un pourcentage souvent non négligeable, surtout quand on est dans les grandes villes et il faut quand même payer le loyer l'été, quoi. Donc si tu as, une part importante de tes revenus qui disparaît en quelques mois et qu'à la rentrée de septembre, bah, il va falloir reprendre une partie à zéro puisqu'il faut faire revenir d'autres étudiants. À l'instant T, ça peut faire une petite satisfaction parce qu'on a l'impression qu'on prend des clients à d'autres box et en même temps, sur le long terme, c'est des choses auxquelles il faut avoir pensé parce que c'est vraiment pas un bon plan. Il y a une question là-dedans? Non, non, c'était je vous fais part de mon expérience personnelle parce que vraiment c'était quelque chose qui m'avait un petit peu choquée. On voit vraiment la différence entre les gens qui ont un business plan et ceux qui en ont pas. Ceux qui touchent au prix, ou au contrat sans plan dans la tête, qui le font en réaction. On se dit: «Oh, il y a une autre salle qui ouvre, je vais péter mes prix de 10 € partout» et puis voilà, quoi. Ma question suivante, c'est justement, comment bien fixer ces prix et est-ce que je peux les faire évoluer ultérieurement? OK. Bah, c'est une super question parce qu'on se demande toujours: «Ah merde, est-ce que je peux, est-ce que je peux demander, cette somme-là ou cette somme-là?» Et eux, ils font à X et cetera. Donc c'est vraiment une des plus grosses décisions. Moi, j'ai pris quelques notes pendant que tu parlais là et 1 chose, moi, j'encourage à avoir le conseil d'un cabinet pour le choix de type de structure qu'on veut. Moi, j'ai évolué d'un EURL et après tu passes par un SAS, ainsi de suite, et cetera, en fonction du chiffre d'affaires que tu vas avoir et quels sont tes objectifs moyen, long terme, et cetera. Et est-ce que tu as envie d'être, un TNS, travailleur non salarié, ton statut perso, et cetera? Il y a plein de questions auxquelles un cabinet peuvent répondre. Mais juste le petit aléa là-dessus, je ne laisserai pas un comptable dicter mon business plan. Parce qu'ils ne comprennent pas le chiffre d'affaires. Les comptables, ils pensent que, par exemple, tu vas gagner ta vie en vendant des boissons et des t-shirts, et cetera. Et on le sait, tous ceux qui ont des box depuis un moment, ça c'est la toute petite cerise sur le gâteau. Sur quoi on survit, nous, c'est les prélèvements mensuels. Ça, c'est notre rythme cardiaque, c'est le flux sanguin qu'on a. Et parfois, les comptables, ils comprennent pas ce business model. Euh, c'est vraiment l'acquisition de plus de pratiquants, l'intégration de plus de pratiquants et la capacité à leur donner des résultats qui font en sorte que tu augmentes ton chiffre d'affaires. Et donc, toute ton activité doit tourner vers ça. Et quelle boisson vendre? Honnêtement, je vais être assez vulgaire, on s'en bat les couilles. Euh, Mmh. Là, est-ce que je prends du Fit Aid, machin, et ça, c'est une question de riche qui vient au bout de 2 ans d'opération et que tu as, 250 adhérents assoiffés. Mais tant que tu n'es pas arrivé, c'est pas la vente de Fit Aid ou BNN, ou est-ce que je vends du Foodspring, ou est-ce que je vends du Progenex, machin. Ça, c'est de la branlette. Et l'entrepreneur qui passe son temps à réfléchir là-dessus et à voir les marges, etc., il fait fausse route. C'est vraiment un deuxième temps, tout ça. Ensuite, en arrivant sur les tarifs, il faut déjà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans la vente d'accès à du matériel? Non. Donc on n'est pas dans le même secteur que les basic fit et les low cost. Est-ce qu'on vit, on survit sur la vente en termes de surpopulation, comme font des basic fit, et cetera, des giga-gyms? Non. Eux, ils veulent avoir 6 000 personnes qui payent 20 balles par mois, mais qui ne viennent pas. Ça, c'est leur business model. On n'est pas du tout la même chose. Nous, notre structure, c'est quoi? C'est des réservations, des places limitées, et on vend des résultats. Donc, on n'est pas du tout dans le même secteur de service, même si on est sous le même en tête de fitness, remise en forme, machin. Euh, Moi, je pense qu'ils se gonflent un peu la poitrine, les low cost, en disant qu'ils sont dans le même métier que nous, parce qu'ils ne le sont pas. Euh, on ne fait pas la même chose. Donc le prix ne sera pas le même. Donc la personne qui veut comparer nos tarifs à un low cost, il n'a jamais rien compris. Moi, je préfère qu'il reste au basic fit. Ah, mais vous êtes plus cher. Ouais, on est plus cher.
Nous, on a un Basic Fit ici à Bordeaux, il a 50 mètres de la porte. Ils ont 6 000 adhérents. Est-ce que ça nous empêche d'en avoir 750? Non. Qui payent 4 fois et demi de plus que non, nos adhérents, ils payent 95 € par mois. Quand on fasse, ils peuvent payer 19. Mais ils payent 95 parce qu'on leur donne des résultats. Le planning, le choix des cours, la qualité de coaching, les témoignages de ceux qui sont déjà adhérents, tout ça, c'est une décision à prendre. Mais c'est la même chose. Quand tu achètes une voiture, il faut que tu prennes une décision. Est-ce que tu veux avoir une voiture pour dire que tu as une voiture et pour faire tes courses locales, ou est-ce que tu as besoin d'une voiture parce que tu la veux dans 10 ans et tu veux faire des putains de voyages, de l'autoroute, etc. Ça ne sera pas le même coût, la BMW X5 avec la Twingo. Mais l'utilité n'est pas la même. Et c'est la même chose dans entre guillemets, l'industrie du fitness. Donc de rentrer dans ah tiens, non, on ne peut pas demander plus que Easy Gym, machin, vous vous comparez aux mauvaises personnes. Il vaut mieux se comparer à là où il y a du coaching et un focus sur les résultats. Les salles de PT, d'entraînement personnalisé ou one-to-one, quel est le coût d'une heure de PT? J'en sais rien. Chez vous, c'est 50 €, 70, 90. À Paris, une heure, c'est 90 €, 10 €. Donc, nos mensualités à 160 balles, tu peux venir illimité tous les jours ou 5 jours par semaine ou 6 jours par semaine à 160 balles, moins que 2 séances de PT. C'est ça la comparaison qu'il faut mener. C'est pas la comparaison de ah ouais, mais je peux aller au CMG qui est à 60 balles. Ouais, tu peux, mais tu gaspilles tes 60 balles. Est-ce qu'il vaut mieux pas investir 160 et avoir des résultats que de gaspiller 60 dans un truc où tu n'as pas de résultats? Et c'est ça le discours qu'il faut commencer déjà à être convaincu de ce discours. Il faut convaincre son équipe de ce discours avant de pouvoir convaincre les prospects et ceux qui vont venir chez vous. La guerre des prix entre box, partout il y a une guerre de prix où le mec il dit tiens, je vais rivaliser sur le prix. Mais il est en train de se tuer. C'est suicide à petite flamme. J'ai jamais vu quelqu'un qui rentre dans une guerre de prix qui existe 5 ans plus tard. De tirer les prix vers le bas. À force de tirer les prix vers le bas, tu ne peux pas tirer le service et les résultats vers le haut. Ça n'existe pas, ça. Tu ne peux pas faire du 39 € par mois en CrossFit et penser que tu vas pouvoir payer des bons coachs. Si tu fais ça, tu sors dans un business plan où le mec qui coach, ça va être des stagiaires qui ne connaissent rien, qui font de la merde, que tu tournes tous les 10 mois. Et après, tes adhérents sont pas contents parce que le coaching est mauvais, ou le mec avec qui il a de l'empathie, il part au bout de 10 mois et tu as un nouveau jeune qui arrive, qui connaît, il reconnaît pas une couille d'un coude. Tu rentres là-dedans. Et les box qui font ça font une grosse erreur. Et ils tirent le marché vers le bas. Ils ralentissent momentanément ceux qui veulent chercher de l'excellence et qui sont prêts à demander le prix pour donner de l'excellence. Ils les ralentissent momentanément parce que tu as toujours le mec qui va dire attends, CrossFit à 90 balles ou 100 balles, CrossFit à 40 balles. Ah, je vais aller à CrossFit 40 balles. Sauf que le CrossFit 40 balles n'est pas ouvert le dimanche. Les coachs sont pas bien payés, donc ils tournent. Il n'y a personne à l'accueil, donc quand il veut poser une question, il n'y a pas. Le ménage est mal fait, les vestiaires deviennent sales, ça se dégrade, ils ne remplacent pas le matos, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis en août, il y a les vacances scolaires, ils ferment 15 jours parce que c'est les vacances scolaires. Mais nous, on l'a sur Bordeaux, on a un low cost, entre guillemets, qui tente de faire du CrossFit. Qu'est-ce qui s'est passé en août? Ils ont fermé parce qu'ils n'ont pas de masse salariale, parce qu'ils n'arrivent pas à payer masse salariale. Donc quand ils donnent les vacances scolaires ou les vacances aux mecs qui travaillent là-bas, ils ferment les portes. C'est génial. Pendant 15 jours, on a une flopée de drop-in qui viennent nous payer 20 balles la séance. Et ensuite, non seulement ils font des drop-in à 20 balles, mais ils décident en fait de changer de box et venir s'inscrire chez nous. Et payer 2 fois et demi le prix du low cost. Donc Non, il y a je une suis d'accord décision à avec toi. prendre. Moi, il Ouais, il y a une y a décision à aucune prendre. box que j'ai vue jouer à ça qui a finalement pas dû réaugmenter Ouais, ses prix, ouais. même 2 ans après, pour pouvoir survivre, justement. Donc, sur l'histoire des tarifs, nous, on augmente les tarifs là encore là, sur les 3 box. Il y a des façons de le faire, l'augmentation de tarifs. Il y a des façons intelligentes de le faire. Moi, j'ai jamais augmenté les tarifs c'est une décision perso, hein, mais j'ai jamais augmenté les tarifs sur des adhérents actuels. J'augmente les Mmh. tarifs pour ceux qui viendront s'inscrire à partir de cette date, à partir de telle et telle date. C'est une décision perso parce que je tiens à quand on présente un tarif à quelqu'un, nous on a des gens qui payent à Paris 90 balles par mois. Mais ils sont chez moi depuis, ils sont chez nous depuis fin 2011, début 2012. Et pour moi, leur fidélité
et le fait qu'ils ont des objectifs et des résultats, des objectifs accomplis, des résultats depuis cette date et qui restent fidèles chez nous. Ils sont jamais partis voir une box qui s'ouvre à 100 mètres ou ce genre de choses. Bah, ok, bah, chapeau, et c'est génial. Eux, ils savent que les gens qui rentrent et qui ont le même formule d'abonnement qu'eux, aujourd'hui, payent 160 balles. Donc les anciens sont Mmh. très contents qu'on ait augmenté les tarifs. Ils sont très contents de savoir que ceux qui viennent maintenant n'ont pas les mêmes, entre guillemets, privilèges qu'avant. Ça, c'est mon choix perso. Maintenant, il y a des gens, et je critique pas du tout, qui, quand ils augmentent tout le monde, et voilà, c'est un choix. Il faut évaluer les gains dans le chiffre d'affaires, l'augmentation de chiffre d'affaires complet, et puis potentielle perte d'adhérents. Parce qu'il y en a certains qui vont dire, ah ouais, je suis pas d'accord, je vais signer pour 75, et là tu me demandes 85, ou je vais signer pour 85, là tu me demandes 100, ainsi de suite. Et tu vas quand même peut-être perdre un ou deux adhérents, etc. Donc il faut juste faire les comptes et voir si tu es prêt à perdre ces une ou deux personnes. Euh, Moi, quand je fais des augmentations de tarifs, je décide de ne pas faire comme ça. Je décide de donner des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Donc, si tu es adhérente, Cyrielle, je vais t'annoncer, Cyrielle, tiens, j'ai quelques mauvaises nouvelles et les bonnes nouvelles. On commence par les mauvaises? Tu me dis oui. Je dis, bah, écoute, Cyrielle, là, fin septembre, on va augmenter les tarifs. Là, tu fais la gueule. Tu fais, oh merde, ça va te coûter combien? Attends, je paye déjà 160, qu'est-ce que ça va me coûter? Mais les bonnes nouvelles, Cyrielle, c'est que comme tu es déjà adhérente, tant que tu restes chez nous, tu payeras ce que tu payes aujourd'hui. D'accord? Toi, on ne t'augmente pas parce que tu es déjà dans la communauté. Mais ça sera pour ceux qui viennent s'inscrire à partir du 1er octobre. À partir de là, ils ne payeront pas les 160, mais ils payeront 180 balles par mois. Ok? Alors, donc, ou d'ailleurs, Cyrielle, si jamais tu as des proches qui sont peut-être intéressés par le CrossFit, ça serait bien de les amener avant pour faire une séance d'essai. Comme ça, si jamais ils veulent s'inscrire, ils s'inscrivent à cette date. Comme ça, ils évitent l'augmentation des tarifs. Donc, en fait, tu fais trois choses là-dessus sur l'augmentation des tarifs. Un, tu dis à Cyrielle, tu as bien fait de t'inscrire avant et de rester chez nous parce que tu payes moins cher que ceux qui vont venir, donc sois contente. Deux, euh, si tu as des proches, fais-les venir avant l'augmentation de tarifs. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les trois box qu'on a. Et on fait des super mois de septembre. On a une reprise post-Covid qui est excellente. Et je pense que l'augmentation de tarifs qui arrivera là fin septembre en fait un petit peu partie. Et puis la troisième chose, c'est qu'on va gagner, parce que les mecs qui viendront s'inscrire à partir d'octobre, on sait qu'on a des places limitées, on ne peut pas accepter tout le monde, mais ceux qu'on va accepter, c'est ceux qui nous payent le prix, qui nous permettra de donner le service qu'on veut donner. Donc on gagne sur trois éléments dans la façon d'augmenter les tarifs. Oui, on peut augmenter les tarifs, ça c'était ta question. À Paris, quand on ouvre, moi normalement je fais comme font beaucoup maintenant, on fait offre membre fondateur et on met soit une date butoir dessus ou un nombre de places limité dessus. Et puis, par exemple, quand on ouvrait à Paris, le tarif qu'on allait pratiquer à la date d'ouverture, c'était 120 balles. En amont, on avait quelques places à 90. Donc, si tu veux pas payer 120, mais tu veux payer 90, tiens, inscris-toi aujourd'hui. Donc, ça mettait juste de l'urgence. Le mec, il avait envie, il avait des objectifs, il voulait s'inscrire, mais la nature humaine, j'ai envie de réfléchir. Je comprends que tu as envie de réfléchir, mais ne réfléchis pas trop, parce qu'il n'y en a que quelques places à 90 balles. Si tu reviens demain ou après-demain, je ne peux pas te garantir qu'on est toujours à 90. N'oublie pas que tu vas quand même, en signant 90, tu vas économiser 30 euros par mois toute ta vie à CrossFit. Et ça les aide à prendre la décision, etc. Et quand tu augmentes pas forcément de 90 à 120. Tu mets, j'en sais rien, tu mets 5 places à 90 et tu passes à 95. Et la même chose de 95 à 120, tu expliques que voilà, tu vas payer 95 au lieu de 120 et encore 5 places et 10 places, ainsi de suite, jusqu'au moment où, date d'ouverture, tu fais grande ouverture et la grande ouverture, c'est le dernier jour avant de passer au prix complet à 120 balles. Et ça te donne juste une petite notion d'urgence. Euh, les gens, ils achètent un abonnement CrossFit basé sur de l'émotion, sur des besoins physiques et émotionnels. Pour ceux qui ne connaissent pas la pyramide de Maslow, je les invite à le découvrir. Mais on s'inscrit et on fait quelque chose parce qu'on est mené par un besoin. Et les besoins, ils se situent quelque part sur la pyramide de Maslow. Et ils s'inscrivent dans une box de CrossFit en fonction de ces besoins-là. Et ils vont justifier leur achat avec de la logique. Et la logique, ça peut être une petite économie, ça peut être le dernier jour avant l'ouverture, ça peut être, mais juste un petit élément d'urgence où ils ont l'impression que, ah,
c'est bien, je perds mes 10 kilos, tiens, il y a une bonne ambiance, tiens, je vais enfin bouger, tiens, je vais éviter d'avoir mal au dos, tiens, je vais pouvoir toujours jouer au foot avec mon fils dans 10 ans, ainsi de suite. Ça, c'est l'émotion. Et en plus, j'économise 15 balles par mois parce que j'ai profité de l'offre prévente. Donc oui, il y a pas mal de stratégies. Moi, j'encourage les gens qui vont ouvrir une box à faire des préventes pendant la construction, à faire des séances gratuites jusqu'à l'ouverture, dans les parcs, sur le parking devant l'établissement. Nous, quand on construisait Bordeaux, toujours, on avait roulé 50 mètres carrés de sol à l'entrée et on faisait des petites séances. On avait monté un rig à 4 places, etc. Et on faisait des petites séances d'essai pendant qu'on construisait les vestiaires à l'étage et qu'on faisait tout le reste. Et ça nous permettait de faire des séances d'essai et d'inscrire des gens, etc. Et d'ouvrir les portes déjà avec 70 adhérents. Et le jour où tu ouvres, les séances que tu donnes, il n'y a pas une personne par séance, mais tu en as 5, 6, il y a déjà une ambiance, il y a de la musique, ainsi de suite. Donc les préventes sont importantes parce que ça te permet de prendre de l'élan. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une box, il y a silence total, il n'y a personne qui s'entraîne, il n'y a pas de musique, etc. C'est vachement plus simple de convaincre quelqu'un de rejoindre ta communauté quand il voit une communauté déjà. C'est la force du témoignage. Ah, ben si eux, ils le font déjà, ben, ils ne peuvent pas tous avoir tort. Peut-être je devrais me joindre à eux. Et donc, il y a beaucoup d'influence dans le fait d'avoir de l'élan et d'avoir déjà des gens quand tu veux commercialiser après l'ouverture, déjà d'avoir une communauté construite. Et puis, soyons honnêtes, au début, quand tu te lances, t'as pas beaucoup d'adhérents à qui donner du service, beaucoup d'adhérents payants. Donc, donne des séances d'essai à gogo. Moi, j'ai encouragé le meilleur coup marketing sont des cartes d'invitation aux séances d'essai que tu distribues partout. Tu vas à la sortie des écoles et tu vas choper les parents quand ils attendent les enfants. Station d'essence et chaque personne qui s'arrête pour faire le plein, tu lui donnes une invitation, etc. Devant le centre commercial, chaque personne qui sort avec son caddie, c'est bien, vous allez bien manger, maintenant venez bouger, machin, etc. Tous les restos, les serveurs, les mecs en cuisine, etc. Tiens, on est votre nouveau voisin, on aimerait vous inviter, machin. D'ailleurs, on fait des offres pour les voisins sur la zone commerciale. Il faut faire ce genre d'action, il faut inviter, il faut créer un effet de foule, etc. Et l'autre chose là-dessus que j'encouragerais sur les préventes, l'ouverture, etc., c'est de ne pas se décourager. C'est un jeu de chiffres. Si tu sais qu'il faut parler à 20 personnes pour qu'il y en ait 3 qui viennent faire une séance d'essai et que de ces 3, que tu puisses en convaincre un de s'inscrire, ben, parle non pas à 20 personnes par jour, parle à 40 et inscris 2. C'est un jeu de chiffres à un moment donné. Et il ne faut pas se décourager. Et il faut le faire tous les jours. C'est pas, tiens, je mets un enseigne, je mets une bâche CrossFit et les gens, ils viennent, ils vont louer des camions pour venir à 50. Non, ça n'arrive pas, ça. Les touristes japonais, déjà, ils viennent plus en France avec le Covid. Ça n'existe plus, ça. C'est vraiment un travail en one-to-one et c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de tous les jours. Et ce qu'il faut comprendre quand tu ouvres ta box, on l'a dit sur le premier appel, toute personne qui n'est pas adhérent chez toi, toute personne qui n'est pas dans ton équipe est un prospect. Point. Peu importe ce que toi tu penses être leur état physique, leur âge, leurs conditions, leurs envies, etc. Ils sont des prospects, ils ont des besoins, ils ont des envies. La clé, c'est de créer du rapport, se servir et profiter de ce rapport pour apprendre à savoir quels sont leurs besoins et leurs envies et montrer que tu peux les aider à, à se satisfaire, à améliorer ses besoins et ses envies. Et si vous faites ça, vous allez avoir des nouvelles personnes qui veulent joindre votre box. C'est pas une question de branding, etc. D'avoir le nom CrossFit, ça aide énormément. Aujourd'hui, c'est la marque dans le secteur du fitness le plus connue sur la planète. En 20 ans, c'est passé d'un truc qui était dans un garage à Santa Cruz à être la marque la plus connue. Donc quand on paye notre affiliation, on paye pour le privilège d'utiliser cette marque internationale. Mais c'est pas ça qui va convaincre la personne qui pousse la porte de vraiment démarrer chez vous. Ce qui va les convaincre, c'est le fait que vous avez envie d'apprendre à les connaître, quels sont leurs besoins et leur donner des résultats. Et ça, il y a des formations pour ça, hein. Il y a des formations de prospection et de vente. Et on en a parlé. Il faut chercher à devenir un professionnel, pas que sur du coaching. Il faut chercher à devenir un professionnel sur les opérations, sur la gestion humaine, sur la prospection, sur la vente, etc. Et le plus vous cherchez l'information et l'inspiration et des mentors de l'extérieur, le plus raccourci sera votre courbe d'apprentissage. Voilà.
Je sais pas si j'ai répondu Ouais, à si l'histoire du c'est prix, l'augmentation des tarifs, et cetera, mais si, si. ouais. Ouais, et juste une chose, c'est l'augmentation des tarifs. On peut toujours augmenter les tarifs, mais il y a une élasticité de prix. C'est-à-dire qu'il y a une fourchette de prix que tu peux aller au-delà et en fait avoir un impact néfaste sur ton chiffre d'affaires global. C'est-à-dire que tellement c'est cher que tu coupes tellement le volume de gens qui veulent s'inscrire chez toi que ton chiffre d'affaires total va diminuer. Donc il faut juste faire attention de pas déconner. Tu ne vas pas passer par exemple de 70 balles à 120 d'un coup. Tu passeras de 70 à 75 ou 80. Et tu joues là-dessus pendant 6 mois, 1 an, etc. Et tu vois comment ça marche, etc. Mais une fois que tu augmentes, il faut faire attention parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Ou tu peux, mais c'est très difficile de communiquer à quelqu'un qui paye 80 pourquoi tu es en train de vendre des abonnements à 70 quand lui, il est chez toi depuis 8 mois. Donc, il faut faire très attention à, à- à ne pas dépasser cette élasticité de prix et de revenir en arrière. Euh, il y a juste un truc d'un vieux de la vieille, c'est à chaque fois que j'ai fait, ouais, c'est la même chose que je me dis, c'est bizarre, mais quand je me dis, tiens, il faut que je licencie quelqu'un, il faut vraiment, c'est plus la bonne personne, on n'est plus aligné, il faudrait que je me sépare de cette personne, et le jour où je le fais, je me dis, putain, j'aurais dû le faire plus tôt en fait. Et c'est la même chose avec les augmentations de tarifs. Il faudrait que j'augmente les tarifs. Ça serait bien d'augmenter les tarifs. Peut-être qu'il faudrait qu'on augmente les tarifs. Ah, putain, là, on est vraiment, on est maxi full là. Oh là là, putain, on n'a pas beaucoup de marge, on gagne pas beaucoup d'argent. C'est difficile, là, c'est compliqué, machin. Il faudrait vraiment qu'on augmente. Et le jour où j'augmente les tarifs, je me dis la même chose que quand je licencie quelqu'un que j'avais envie de dire, putain, j'aurais dû le faire avant. Donc c'est vraiment ce truc-là. Je pense que ceux qui l'ont déjà fait, ils ont déjà tous eu ce truc de putain, qu'est-ce qu'on aurait dû le faire avant. Ouais, non, c'est carrément. Je suis carrément d'accord. Je continue sur cette partie maintenant un peu plus emplacement avec, le premier élément visuel, on peut dire, de la box. C'est, le nom que tu vas mettre, simplement dessus. Comment est-ce qu'on choisit le nom de sa box? Est-ce qu'il y a des règles à ce sujet-là quand je vais soumettre mes demandes auprès de CrossFit? Et surtout, bon, bah, moi je le sais, mais bon, c'est pour voir un petit Ouais, peu. Est-ce que j'ai le droit d'en soumettre plusieurs à CrossFit au cas où il en refuse, certains d'entre eux? ok. Donc, quand on a son level 1, on peut faire la demande d'affiliation. On fait la demande d'affiliation et si la demande elle est acceptée ou pas, mes collègues à CrossFit font la demande de quels seront les 3 noms que vous aimeriez avoir. Et je pourrais vous sortir toute une dissertation sur quelles sont les conditions d'acceptation de nom, etc., etc. Mais je vais être très franc. Euh, c'est que c'est elle qui accepte ou pas. Voilà. Je pourrais vous dire qu'en général, on évite les noms des villes, machin, mais il y a eu des villages, et des villes et des communes qui ont des noms. Je pourrais vous dire qu'on évite les codes postales, mais il y a eu des codes postales qui ont été acceptés. Je pourrais vous dire qu'on évite les trucs qui existent déjà à l'étranger, mais parfois il y a des noms qui se ressemblent énormément et tu tapes Google et tu fais une erreur sur une lettre, ben, tu te retrouves au Mexique plutôt qu'en France. Euh, il faut poser les 3 noms que tu veux et ils te diront oui ou non. Voilà. Euh, si c'est le premier choix que vous recevez l'acceptation de mes collègues aux États-Unis, félicitations, mais c'est très rare. Donc il faut juste accepter que. Et après, il n'y a pas vraiment de débat. Si elles n'ont pas envie de vous octroyer un nom, elles ne vous l'octroient pas, et puis point. Par contre, une chose qui est importante, c'est une fois que le nom est accordé, c'est sur ce nom-là qu'il faut communiquer. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, on m'octroie CrossFit Louvre et que je décide d'utiliser CrossFit Louvre Bordeaux, ben non, on va être très énervé et puis même on va se poser la question de si on veut que je reste affilié parce que je suis en train de tricher en utilisant un nom qu'on ne m'a pas octroyé. Donc, il faut utiliser le nom qu'on vous donne. Ça, c'est sûr. Et une fois qu'on a le nom, ben, c'est là qu'on peut imprimer des flyers, des cartes de séance d'essai, si on veut se toucher la nouille et faire le big boss, des cartes de visite et de la branlette un peu comme ça. On peut faire l'enseigne, on peut faire tout ce genre de trucs. Mais ça fait partie du process de demande d'affiliation, c'est la demande des noms. OK.
On a parlé de l'emplacement tout à l'heure, notamment dans les partis pris, que toi tu avais fait, en termes de localisation, de partir plutôt sur quelque chose d'industriel ou plutôt en gros en centre-ville, hein, si je simplifie. Pour aller un petit peu plus loin, quelle superficie tu recommandes pour démarrer? Petit. On a tendance à ben, ça dépend en fait de nos capacités financières, mais on a tendance à aller visiter des box et dire: «Oh waouh, regarde, putain», les gens qui viennent au Louvre, ils font: «Ah putain, ils ont 600 mètres carrés en centre de Paris, waouh, hein». Ah ouais, mais j'ai commencé avec 40 mètres carrés, et en réalité, j'ai commencé dans les parcs, publics gratuitement, donc et après, 40 mètres carrés, on est passé en face et on avait, 200 mètres carrés et après, on est passé de 200 mètres à là où on est aujourd'hui. Mais ça a pris 3 ans pour arriver aux 600 mètres carrés. Et on a déménagé en fait, 1, 2, 3. On a déménagé 3 fois en 4 ans pour y arriver. Et si j'aurais commencé dans le local où je suis aujourd'hui, j'aurais fait faillite. Euh, donc souvent, les nouveaux, ils voient des locaux 1200 mètres carrés, trucs machin, ils se disent il faut absolument qu'ils ouvrent d'emblée sur ce genre de choses, et ce n'est pas le cas. Euh, Quand on dit vaut mieux se dire ok, j'ouvre petit et avec de l'excellence, avec une petite communauté de tiens, je fais mon business plan et là, avec ce local-là, j'aurais besoin de 120 adhérents. J'arrive aux 110, 120, ça commence à pousser les portes. Comme mes amis à CrossFit Versailles, ils ont ça aujourd'hui, ils ont commencé petit et ils ont fait du très très bon travail. Ils ont une communauté très fidèle. Et là, on va trouver un autre local. Et ils vont déménager. Et puis les 100 et quelques adhérents qu'ils ont, les 100 et quelques athlètes qu'ils ont, vont déménager avec eux parce qu'ils vont pas aller très loin. Ils cherchent dans le 1 km de là où ils sont aujourd'hui. Et ils vont ouvrir un deuxième local qui est plus cher, mais ils ouvrent le deuxième déjà avec une communauté très forte de 120, 130 athlètes. Et à ce moment-là, il y a de l'excitation. Eux, ils sont tous les membres fondateurs de ce nouveau local, le CrossFit Versailles 2.0. Et ça crée de l'engouement, ils invitent leurs adhérents, etc. Et j'encouragerais comme ça, plutôt que de dire, tiens, je vais directement pour le gros local, quoi. Commencer petit, ça enlève beaucoup de stress financier. On peut se concentrer sur le coaching et sur les gens et sur les êtres humains et les aider à obtenir des résultats. Ça serait mon conseil de vieux. Ouais. C'est top. Et quelles sont les erreurs, en gros, à ne pas commettre lorsqu'on choisit ses locaux et notamment, j'ai en tête, l'aménagement de l'espace. Est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Euh, Erreur à ne pas faire sur les locaux, regarder le voisinage, ne pas sous-estimer les nuisances sonores et ce que ça peut créer avec le voisinage, surtout si on est en centre-ville. Vérifier que le sol est très porteur. Faut peut-être faire un réagréage et être sûr que le sol est très solide. Euh, Ne pas choisir un sol trop fin. Euh, Pas pour les nuisances sonores, mais également pour protéger son matos. Euh, le choix de sol n'est pas fait juste pour ne pas avoir de vibrations, de bruit. C'est fait également pour protéger les barres, les disques, etc. Si on choisit du bon matos, tu peux choisir des barres CrossFit d'Helico ou de Rogue, etc., qui sont à 450 balles la pièce. Ouais, ou les kettles ou les dumbbells, etc. Tu veux protéger ton matos aussi. Donc le choix du sol est important. Euh, le réagréage, les voisinages. Il faut te demander si tu es dans un endroit qui est excentré, est-ce qu'il y a assez de parking? Parce que les gens, ils se disent, OK, dans le choix, si tu as deux services qui sont presque les mêmes, tu en as un qui est proche du travail ou de la maison ou sur le chemin entre la maison et le travail, et un qui ne l'est pas. Ils vont choisir celui qui est facile d'accès. Et partie de ce choix de facile d'accès, c'est également la facilité de garer sa voiture, la facilité de est-ce que je suis proche du bus, du tram, ainsi de suite. Tout ça, ça fait une différence dans l'hésitation des gens de s'inscrire ou pas et de vous rejoindre ou pas. C'est la facilité d'accès. Donc ça a tenir en compte aussi. Yeah. OK. Ouais, effectivement, l'épaisseur des dalles, hein, quand on parle de sol, Yeah. c'est assez important parce que je sais qu'en haltérophilie, pour avoir vraiment un gros amorti, ce sont des 5 centimètres, ce qui est, je pense, le maxi. Mais par contre, effectivement, quand on achète un sol
ce qui est vendu sur Google comme étant les sols fitness, on va dire, je pense que ça doit démarrer à 1 centimètre, allez, 2 maximum. Je pense que c'est vraiment le minimum à mettre. Ah oui, il y a même des rouleaux à 8 Oui, millimètres, oui. des trucs comme ça. Ça, c'est plus des sous-dalles qu'autre chose. Mm. Et donc, dans les rouleaux, vaut mieux partir sur du 13 millimètres qu'autre chose. Les 5 millimètres, oui, il y a un coût initial, mais si tu as l'argent pour le faire, euh, ouais, si tu as l'argent pour le faire, je recommanderais du 13 millimètres plutôt que du 8. Ouais. Ouais, ça me paraît effectivement plus sécuritaire puisque remplacer toutes ces barres ou tous ces poids de 5 au bout de 2 ans, c'est jamais très agréable, quoi. Ah bah non, bah non. Et Dieu sait que les poids de 5, malheureusement, sauf si tu peux donner beaucoup de discipline à tous tes adhérents, les mecs, ils chargent la barre avec deux poids de 5, ils les lâchent comme s'ils tenaient 100 kilos au-dessus de la tête, quoi. Les poids de 5, ils ont une durée de vie qui est assez limitée. Ouais, ouais, malheureusement. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, il y a un peu de prévention à faire, mais il y aura pas, effectivement, il y aura pas de miracle. Alors, bah, écoutez, c'était justement ma question suivante, hein. Comment bien choisir son matériel lorsqu'on démarre? Et la vraie question derrière ça, c'est est-ce qu'il faut tout acheter d'un coup? Ou est-ce que Non. mieux vaut aller à l'économie, entre guillemets, en démarrant avec peu de matériel et en achetant au fur et à mesure? La limite que je vois à ça, parce que je l'ai déjà vécu, donc moi pas personnellement, mais je l'ai vu dans une autre salle, et je pense que tous les cas sont différents. C'est quelqu'un qui avait acheté peu de matériel, mais qui du coup, pour en acheter plus, devait refaire un prêt, et forcément ce prêt passait pas à la banque parce Ouais, qu'il était ouais, encore trop jeune en termes d'activité, ouais, et du coup, en fait, il est resté avec très peu de matériel ouais. pendant quasi 2 ans, quoi. Ah bah ça, après, il reste avec très peu de matériel parce qu'il n'a pas assez d'adhérents. Euh, aussi, Oui, bah, aussi simple oui, que bah, ça. enfin, dans la logique, c'est ça, hein, au Mais, final. mais tu vois, nous, on avait très peu de matériel au début. On était passé à 400 adhérents et on devait avoir honnêtement 10 bars hommes et 6 ou 7 bars femmes. On avait un rig qui te permettait d'avoir 10 places, mais on avait 400 adhérents et il faut que tu sois très futé sur ta prog, etc. Euh, moi, moi, j'ai vu l'inverse, par exemple. J'ai visité des box. Il y en a un qui était en Bretagne il y a très longtemps, que j'ai visité en 2013. C'était une des premières en France. Et il avait acheté 10 rameurs, il avait 10 wall balls de 20, 10 de 14, 10 de trucs, etc. Il avait acheté des GHD, il avait 4 cordes à grimper du plafond, machin. Il faisait pas un WOD à plus de 3 personnes. Et pour moi, je lui dis, mais il avait pris les crédits, etc. Et c'était que de l'oseille qui était là. C'est comme si tu achètes plein de t-shirts pour la vente et en fait, ça attrape de la poussière. Tu vois. C'était vraiment con. C'était vraiment con. Et il aurait pu se mettre beaucoup moins de pression financière en prenant 4 hammers, 5 bars hommes, 5 bars femmes, des disques, quelques dumbbells, quelques kettles, un rig. Et puis voilà, et tu commences avec quelques mat balls, une dizaine d'abmat et puis tu as assez pour 6 mois de programmation et 6 mois de commercialisation. Tu sais que après, si tu veux passer de WOD à 5 personnes, tu passes à 10, ben ok, ben peut-être bah, pas avec le Covid, mais tu vas faire des WOD en vague ou en partenaire. Ou si tu as 10 mecs et que tu n'as que 5 bars, bah, en fait, ils vont partager la barre ou un truc comme ça. Et puis voilà, jusqu'au moment où tu as assez d'argent pour acheter une 6e barre, une 7e barre ou une 8e barre, etc. Euh, J'irai progressivement sur le matériel. Parce que j'ai vu un paquet de box où tu rentres et ils ont 3 fois plus de matos que d'adhérents. Et c'est insensé. C'est insensé. Euh, c'est comme un hôtel qui sait qu'ils vont pas remplir plus de 20 chambres, mais ils font une construction à 150 chambres. C'est con. Euh, c'est que de l'argent qui dort et qui se perd. Surtout si tu as pris un crédit, tu payes des intérêts sur le crédit. Je veux dire, tu payes des intérêts sur un truc que tu n'avais pas besoin de prendre à la base. Euh, euh, et peut-être tu ferais mieux de dépenser 200 balles sur un bon barbecue pour tes adhérents, pour faire des portes ouvertes, pour qu'ils amènent des invités. Euh, je commencerai petit et j'irai progressivement. Surtout que maintenant, il y a vraiment, genre à l'époque, nous, quand on ouvrait, il y avait pas un seul fournisseur en France. Il n'y avait même pas Rogue Europe, il fallait commander aux États-Unis à l'époque. Euh,
il y avait Again Faster aux États-Unis aussi. Tout devait venir en conteneur, soit des États-Unis, soit de la Chine. Maintenant, tu as des fournisseurs tu as des fournisseurs en France, tu as Helico qui ont un super après-service, tu as Rogue qui ont un super matos qui est de très bonne qualité et rapport qualité-prix qui est excellente et qui livre très vite. Qui livre très très vite. Les rameurs avec Incept, là il y a une rupture à cause du Covid et tout le monde chez eux, ils voulaient faire du rameur à domicile. Mais normalement, ils livrent très vite. Ouais. Donc, pas besoin de... Ouais. Non, c'est une erreur de débutant, ça aussi. Oui, effectivement, j'ai l'impression que c'est dans le prolongement un petit peu de l'avantage concurrentiel. Qu'il y a des gens qui se disent que avoir plus de matos que dans les box voisines, c'est un argument de vente. Alors qu'effectivement, bon, voilà, c'est... La qualité de la programmation est bien plus importante que le volume de matos. Bien plus importante. Et le volume de matos, tout comme de choisir une application dès l'ouverture, c'est des erreurs de débutants. C'est de la poudre aux yeux. Moi, j'adore la bière. Et l'analogie, c'est la bière. J'adore une bonne binouse, bien fraîche. Mais parfois, les gens, ils sont impressionnés par la mousse. Mais c'est pas la mousse qui fait la bière. La mousse, c'est de la poudre aux yeux. Moi, je préfère une bière sans mousse, mais qui quand je la mets aux lèvres, j'ai les yeux qui brillent, ça pétille sur la bouche, c'est tout frais dans la gorge, voilà. Et ça, c'est la programmation comparée au choix de combien de... Genre, tu rentres dans une nouvelle box, ils ont 3 GHD, insensé. Illogique, tu viens de mettre 3000 balles là où il fallait pas. Tu rentres dans une box, ils ont 25 adhérents, mais putain, chaque adhérent, ils ont leur compte Wodify. Fuck. Vaut mieux ne pas avoir de Wodify, donne-leur les bonnes nouvelles quand ils sont 150 ou 200. Tiens les amis, maintenant on a un compte Wodify, ouais super, ils sont contents. Mais de tout donner dès le départ, les gens ils apprécient pas après. Donc vaut mieux aller progressivement. Ouais. Bon, bah écoute, c'est super. Je crois que tu dois filer, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Ouais, je suis vraiment navré. Ouais. J'ai un Zoom. Non, mais pas de souci. Merci de nous avoir fait profiter de ton expérience encore sur cet épisode. Alors, j'ai encore quelques questions, donc on verra peut-être si on peut... Je sais, sur la gestion et sur le leadership, je sais, je suis navré qu'on n'ait pas pu le faire sur la deuxième, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une heure. Et les gens qui écoutent, déjà, s'ils arrivent à m'écouter pendant une heure, je vous remercie. Mon ex-femme ne pouvait pas. Et ouais, bon, si tu as envie de faire une troisième, avec plaisir, on se cale une date et puis on se le glisse. Ouais. Ok, bon, bah, c'est super. Bah, bon, bah, écoute, je te laisse filer à tes autres occupations et merci encore. Je t'en prie. Merci beaucoup, Cyrielle. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur les étapes incontournables de la construction d'un projet d'ouverture de box. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. C'est toujours très encourageant. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.